Pensez-vous du Brexit? The Brexit? Yeah, you think? I'm going to go on. Il m'a dit « Je ne voulais blesser personne, mais je ne pouvais plus mentir ». La phrase est tombée sans colère presque comme un souffle. Chris Martin ne revendique rien. Il ne rejoue pas la scène. Il n'essaie pas de réécrire l'histoire. Il explique simplement avec une douceur presque désarmante ce qu'il appelle aujourd'hui la vérité paisible derrière sa rupture avec Gwyneth Paltrow. Pas une vérité explosive, pas un secret honteux. Une vérité humaine, comme il insiste. Une vérité qu'il a mis des années à comprendre puis à formuler. À 48 ans, le chanteur qui a rempli les stades, vendu des millions d'albums et chanté l'amour devant des foules immenses, parle lentement. Il n'est pas ici pour se justifier. Il est ici parce qu'il estime que le silence parfois devient une forme de mensonge. Tout commence par une rencontre, celle de deux artistes qui, à l'époque, étaient au cœur d'un tourbillon mondial. Gwyneth, actrice, oscarisée, icône de toute une génération. Chris, le leader d'un groupe qui venait de redéfinir les codes de la pop britannique. Deux trajectoires lancées à toute vitesse, deux univers où l'exposition est permanente. Ils se sont aimés dans la lumière des projecteurs, puis séparés dans la discrétion la plus maîtrisée. La presse a retenu une formule conscious uncoupling et en a fait un slogan, parfois une caricature. Eux, en coulisses, ont fait ce qu'ils ont toujours fait, protéger leurs enfants, préserver leur intimité, refuser les récits simples. Mais pourquoi parler maintenant? Pourquoi, après tant d'années de réserve, Chris décide-t-il de raconter ce qui s'est réellement passé? Il répond sans détour, parce que j'ai enfin les mots. Parce qu'à l'époque, je n'avais que le vide. Il évoque la crise personnelle qui a précédé la séparation, la sensation d'être désaccordé avec sa propre vie, alors même que tout semblait parfait vu de l'extérieur. Il parle du deuil, de la fragilité de ces moments silencieux, où la célébrité ne pèse rien face à la souffrance intime. L'amour n'a pas disparu, dit-il, il a changé de forme. Dans ces mots, aucune accusation, aucun regret agressif. Seulement une reconnaissance, on peut aimer quelqu'un profondément et reconnaître que le chemin commun s'arrête là. Gwyneth, dans une rare confidente, aurait dit à un ami « On a essayé d'être parfait, on a oublié d'être vivant ». Une phrase courte, presque poétique, qui révèle la tension entre l'image que le monde attend et la réalité fragile d'un couple. Aujourd'hui, Chris Martin parle pour lui, mais aussi pour d'autres, pour ceux qui ont traversé une rupture en silence, pour ceux qui ont confondu discrétion et mutisme. Il cherche moins à expliquer qu'à poser une question bouleversante: comment accepter la fin d'une histoire qui a tout donné? Alors que s'est-il passé vraiment entre eux derrière la formule devenue virale? Quel était ce vide dont il parle, cet espace entre eux que rien ne semblait pouvoir combler? Et surtout, qu'est-ce que Chris Martin appelle aujourd'hui la vérité paisible? Il raconte toujours ce moment avec un sourire étonné, comme si le souvenir le dépassait encore. La première rencontre n'a rien d'un conte hollywoodien. Pas de tapis rouge, pas de dîner mis en scène. Juste une loge de concert à Los Angeles en 2002. Coldplay sortait de scène. L'air était saturé de bruit, d'adrénaline, de câbles emmêlés. Gwyneth Paltrow, elle traversait un deuil discret et essayait de reprendre son souffle après la perte de son père. Chris, absent de lui-même, a vu une silhouette entrer entourée de deux amis. Il ne savait pas à cet instant qu'il avait devant lui une femme qui deviendrait sa famille pendant plus d'une décennie. Il dira plus tard « Je l'ai reconnue comme tout le monde ». Mais je ne savais pas comment lui parler comme à une personne. Le premier échange est maladroit. Un compliment mal formulé, une phrase coupée, puis un silence. Gwyneth, habituée aux regards insistants, aurait répondu avec bienveillance, presque en chuchotant. « Vous pouvez respirer, je ne suis qu'une personne ». Cette phrase simple a fissuré le décor. Elle a ramené leur rencontre à l'essentiel, deux êtres humains, pas deux icônes. Il dira plus tard en interview: à cet instant, je n'ai plus vu la star, j'ai vu la vulnérabilité. Ils ont parlé quelques minutes debout dans cette loge trop étroite. Pas de séduction calculée, pas de jeu. Des phrases courtes, parfois hésitantes. Gwyneth lui a demandé « Pourquoi vos chansons sonnent comme un journal intime ?» Chris a répondu « Parce que c'est tout ce que je sais écrire ». La rencontre aurait pu s'arrêter là. Elle aurait pu rester ce moment suspendu qu'on raconte dans les coulisses. Mais quelque chose, un lien fragile, s'est formé, un mélange de curiosité et de reconnaissance. Le lendemain, Chris ignorait encore si elle avait compris l'impact de leur échange. Lui, en tout cas, ne l'avait pas oublié. Dans les semaines qui suivent, ils reprennent contact. Des messages brefs sans emphase échangés entre deux tournages, deux concerts. Pas de promesses.
Pas de projection. Gwyneth vit à New York, Chris est en tournée. Tout semble contre eux. Et pourtant, un fil invisible les relie. Gwyneth dira plus tard à une amie « Il ne cherchait pas à me séduire. Il cherchait à comprendre qui j'étais sans le bruit autour. » Le contexte de leur rencontre est déterminant. Coldplay vient de s'imposer mondialement. Les salles sont pleines. Les critiques louent la sensibilité du groupe. Les caméras suivent chaque mouvement. Gwyneth, elle sort d'une décennie de rôles majeurs. Elle porte le poids de son Oscar comme un compliment devenu fardeau. Elle répète souvent, presque à contre-cœur, « On vous enferme dans votre propre image ». Quand ils se retrouvent pour un dîner à Londres plusieurs mois après la loge californienne, l'atmosphère est différente, plus calme, plus intime, loin des flashs. Ils parlent longuement de musique de deuil, de ce qu'on perd quand la célébrité devient une pièce fermée. Chris se souvient de cette soirée non pas pour le lieu, mais pour une phrase précise. Gwyneth lui dit « Je suis fatigué d'être solide pour les autres ». Cette confession douce sans larmes touche en lui quelque chose d'ancien. La perte de son père, la fragilité qu'il cache derrière l'ironie anglaise. Ils se reconnaissent dans leur fracture, pas dans leur réussite. C'est peut-être ce qui explique tout le couple ne naît pas de l'admiration, mais d'un besoin instinctif de trouver un espace où la célébrité ne dicte rien. Aux yeux du monde, leur rapprochement est un roman glamour. Pour eux, c'est un refuge fragile. Ils s'envoient des extraits de chansons, des notes vocales, des pensées nocturnes. Il écrit « La tristesse est un lieu, on peut s'y retrouver ». Elle répond « Alors retrouvons-nous là ». Leur premier voyage ensemble n'est pas un cliché romantique, mais une escapade discrète à travers l'Angleterre sans entourage. Ils marchent beaucoup par le peu. Gwyneth observe les paysages, Chris joue des mélodies sur une guitare silencieuse. Ils apprennent à exister côte à côte sans la mise en scène du monde. Dans les années suivantes, ils protégeront cette simplicité, avec une détermination presque féroce. Gwyneth refusera certains événements mondains. Chris se détournera de la posture du rockstar. Ils choisissent l'intime à contre-courant d'une époque qui réclame l'aveu permanent. On demande souvent si l'amour commence par un moment précis. Pour eux, il n'y a pas de scène fondatrice. Il y a une accumulation de gestes minuscules, un regard posé trop longtemps, un silence partagé, une main qui tremble. L'amour ne surgit pas, il s'installe, lentement, avec précaution. Plus tard, Chris dira dans une rare interview « Elle est arrivée dans ma vie comme un miroir. Elle m'obligeait à me voir sans décor. » Cette rencontre, aussi simple, aussi humaine, est le prologue d'une histoire faite de lumière et d'ombre. Leur union va traverser la gloire, les tournées mondiales, les tapis rouges, les naissances, les chutes intimes. Et un jour, elle va se briser. Mais à ce moment-là, dans une loge bruyante, avec un chanteur qui s'excuse de son propre trouble et une actrice qui murmure qu'elle n'est qu'une personne, rien ne laisse deviner les fissures futures. Au milieu des années 2000, tout semble irréel, même pour eux. Coldplay remplit les stades voyages de continent en continent, devient une bande-son mondiale. Gwyneth, elle, enchaîne les projets majeurs, navigue entre cinéma d'auteur et superproduction. Le couple s'installe dans une forme de légende moderne, deux icônes, deux trajectoires parallèles, un foyer commun. Mais derrière les images qui circulent tapis rouge, photos volées, sourires, esquissés, il y a une construction patiente presque artisanale. Ils apprennent à faire tenir un amour dans le bruit assourdissant de la gloire. Chris prend la nuit pour écrire, Gwyneth se cache pour respirer. Les valises restent ouvertes. Les hôtels deviennent des intermèdes. Chris dira plus tard « Je courais après quelque chose que je ne comprenais pas. Le public me voyait, mais je ne me voyais plus. » C'est paradoxal, presque ironique, plus le monde les regarde, moins ils se sentent visibles l'un pour l'autre. Pourtant, il y a des moments d'éclat, des instants suspendus qui semblent tout absorber. La naissance de leur fille en 2004, puis celle de leur fils en 2006. Deux événements qui restructurent tout le temps les priorités, la valeur même de ce qu'ils appellent réussite. Gwyneth répète aux journalistes « Être mère change tout. » Pour Chris, devenir père ouvre une brèche, un espace intime où la musique cesse d'être refuge et devient témoignage. Il écrit des chansons comme on écrit des lettres. Les années de gloire sont aussi celles de la collaboration silencieuse. Gwyneth lit les paroles avant tout le monde. Elle souligne parfois un mot. Elle demande « Tu es sûr de vouloir dire ça ?» Chris modifie une phrase pas parce qu'elle le demande, mais parce qu'elle le regarde autrement.
Elle voit l'homme derrière l'artiste et cette vision influence l'œuvre. Leur vie publique, elle suit un autre rythme. La presse invente, commente, scrute. Les réseaux sociaux commencent à amplifier chaque image. La moindre absence devient un signe, la moindre distance une rumeur. Gwyneth, habituée depuis l'adolescence à cette attention intrusive, développe une stratégie du silence. Chris lui se cache derrière la musique. Il ne répond presque jamais. Il fuit les mondanités. Un proche du groupe raconte Chris monter sur scène devant 80 000 personnes, puis rentrait à la maison et chuchotait « Deux mondes ». Pendant cette période, Coldplay signe A Rush of Blood to the Head, puis X&Y, puis Viva la Vida. Les tournées s'enchaînent, la créativité est flamboyante, presque intempestive. Le groupe cherche des sommets, expérimente, se réinvente. Chris, concentré, semble porté par un souffle qui dépasse son propre corps. Mais dans les coulisses, Gwyneth remarque une fatigue que personne ne voit, l'épuisement silencieux, le regard vide qui apparaît après les concerts. Elle dira plus tard à un ami « Il brillait pour le monde. Je voyais l'ombre. » Pour elle, les années de gloire sont aussi des années d'effacement volontaire mais réel. Elle réduit ses tournages. Elle dit non à des projets que d'autres auraient considérés comme des évidences. Elle choisit la maison, les enfants, les trajets entre deux pays. Cette décision admirable et sincère crée une asymétrie. Chris, submergé par le rythme du groupe, se sent coupable sans le dire. Gwyneth, isolée dans des villes qu'elle ne connaît pas, ressent une solitude qu'elle n'avoue qu'à demi-mot. Ils vivent dans une parenthèse qui se déplace Londres-New York, où que la tournée les appelle. Les moments d'intimité sont courts précieux. Ils se retrouvent pour des anniversaires, pour quelques jours de vacances discrètes, pour des dîners simples, loin du bruit. Chris écrit une chanson qu'il n'a jamais publiée entièrement. Un fragment dit « Je t'ai trouvé dans la tempête et j'ai appris à respirer ». Mais la tempête ne s'arrête pas. La célébrité n'est pas un état, c'est une pression constante. Plus le groupe monte, plus l'écart entre leur rythme intérieur et leur rythme public se creuse. Pourtant, ils avancent conscients de ce qu'ils construisent. Les enfants grandissent entre deux cultures, deux langues. Gwyneth crée un espace familial où les règles ne sont pas celles des studios de cinéma, mais celles du quotidien, l'heure du dîner, les jeux, les murmures avant de dormir. Chris arrive, repart, revient. Il embrasse ses enfants comme on embrasse des certitudes. Autour d'eux, le monde projette une histoire parfaite. Une actrice oscarisée, un musicien adulé, deux enfants, une maison lumineuse, un couple qui semble indestructible. Mais les fissures commencent à apparaître invisibles, infimes, presque imperceptibles. Dans les interviews, Gwyneth parle de trouver l'équilibre. Chris parle de se chercher. Des mots légers, presque insignifiants, mais qui racontent une réalité, la gloire ne protège de rien. Beaucoup pensent que la réussite consolide l'amour. Chris dira plus tard, avec une sincérité désarmante, « La gloire a amplifié tout ce qui était fragile. Quand on regarde les années de gloire, on croit voir un sommet. Eux, avec le recul, y voient un plateau instable, un équilibre précaire qu'ils ont défendu avec une énergie immense. Les projecteurs éclairaient la scène. Pas le silence entre eux. La suite, on la connaît à peine. Elle ne se lit pas dans les magazines, elle ne se devine pas dans les photos souriantes. Elle s'écrit dans les non-dits, les soirs où l'on rentre trop tard les matins, où l'on cherche les mots. C'est là que commencent les fissures. Mais alors, quand les fissures ont-elles commencé? Aucune date, aucun événement spectaculaire, rien qui ressemble à un point de rupture visible. Au contraire, la crise arrive en silence, presque timidement, comme une ombre qui s'étire jusqu'à recouvrir tout. Ce soir-là, un retour tardif de tournée, l'appartement est plongé dans le demi-sommeil. Les jouets des enfants jonchent le sol, une lumière de veilleuse filtre sous la porte. Chris, vidé, dépose sa guitare sans bruit. Il traverse le couloir comme un étranger. Gwyneth dort une main posée sur un livre ouvert. Il reste là, immobile quelques secondes. Puis il murmure trop bas, pour être entendu, « Je ne sais plus rentrer chez moi ». Ce n'est pas une phrase dramatique, juste un constat presque factuel. L'homme qui revient des stades n'est plus celui qui est parti. Le rythme qui nourrit l'artiste dessèche peu à peu, le père, le mari, l'ami. Pourtant, Gwyneth ne voit rien tout de suite. Elle s'occupe des enfants, des écoles, des déplacements, de l'organisation intenable d'une vie entre deux continents. Elle ne se plaint pas.
Son entourage la décrit alors comme solide, lumineuse, pragmatique. Mais derrière cette solidité, il y a l'épuisement invisible, celui qu'on porte pour deux. Ce soir-là, elle l'attend pour dîner 2 assiettes posées sur la table. Il envoie un message « Je suis désolé encore du travail ». Elle répond « Ne t'excuse plus, fais ce que tu dois faire ». Le ton est doux, mais l'espace entre eux s'élargit. Pourtant, chaque retrouvaille semble effacer la distance. Ils rient avec les enfants. Ils organisent des anniversaires, des fêtes simples, des escapades de quelques jours. Face au monde, rien ne bouge. Mais entre eux, une mécanique subtile se dérègle. Chris commence à écrire des textes plus sombres, plus introspectifs. Gwyneth l'encourage sans deviner qu'il chante la perte d'un équilibre intérieur. Dans l'un de ses carnets, une phrase revient « Je suis entouré, mais je me sens seul ». Autour d'eux, la pression continue. Les interviews deviennent intrusives. Comment conciliez-vous votre couple? Les magazines chuchotent. Elle met sa carrière entre parenthèses pour lui. On transforme leur intimité en débat public. Ils se taisent. Un ami proche se souvient, ils ne se disputaient pas, ils s'éloignaient. C'est pire, parce que rien ne vous alerte. Les fissures ne sont pas spectaculaires. Elles sont silencieuses. Elles se glissent dans les habitudes, dans les phrases automatiques, dans les envies qu'on tait par peur de blesser. Chris ressent un décalage profond. Sur scène, il est accueilli par une clameur gigantesque. À la maison, la réalité est autre, le quotidien, les pleurs, les devoirs d'école. Il l'aime sincèrement avec une douceur persistante, mais il ne sait plus comment habiter la même temporalité que sa famille. Gwyneth, elle vit une autre fracture. Elle a mis en suspens une partie de sa vie professionnelle, assumé les déménagements, protégé l'intime. Elle ne reproche rien, mais elle s'interroge. Qui suis-je quand je ne joue plus aucun rôle? Cette question la hante doucement. Un soir de 2012, lors d'un dîner avec des amis, une remarque anecdotique éclaire tout. On parle de parcours, de choix, de renoncement. Gwyneth glisse presque en riant. « J'ai voulu être parfaite. C'est épuisant. » La salle rit. Chris baisse les yeux. Il comprend alors que leurs sacrifices ne sont pas les mêmes, que chacun porte une part de l'histoire qu'ils n'ont jamais vraiment mise en mots. Mais alors, pourquoi ne pas parler? Parce que tout fonctionne extérieurement, parce que les enfants sont heureux, parce que la maison respire, parce que le monde les regarde, parce qu'ils se sont promis de ne pas abîmer ce qui a été construit. Ce soir-là, pourtant, après le dîner, une conversation commence. Une conversation brève, fragile, presque tremblante. « Tu es heureux ?»« Je ne sais pas. » Il n'y a ni colère ni reproche, juste la reconnaissance d'une confusion partagée. À partir de là, des lignes invisibles se déplacent. Ils tentent d'adapter leur vie, moins de tournées, plus de présence, de nouveaux projets pour Gwyneth, des pauses pour Chris. Mais la mécanique du succès ne s'arrête pas. Coldplay prépare un album. Hollywood appelle à nouveau. Ils essayent, mais les fissures sont devenues des espaces. Un soir, tard dans une maison silencieuse, Chris écrit un mot qu'il n'enverra jamais. « Je t'aime, mais je ne sais plus comment le partager avec le monde entier. » La phrase résume tout. Leur amour existe, mais il est devenu insoutenable sous le poids de ce que les autres y projettent. Ils sont deux à porter un couple que le monde a transformé en symbole. La suite sera une décision difficile, réfléchie, presque clinique, se séparer sans se détruire. Mais avant la rupture, il y aura la crise, la tempête intérieure, les nuits d'insomnie, les mots qu'on retient pour ne pas blesser, les regards qui savent et qui attendent. Le public, lui, ne verra rien. Il apprendra par un communiqué soigneusement écrit, par une formule devenue célèbre, confusion coupling. Mais cette formule n'explique pas les années silencieuses, les gestes minuscules, la peur, la tendresse, l'aveu timide. On n'y arrive plus. La rupture arrive, mais pas comme on l'imagine. La rupture n'a pas été un choc soudain. Elle s'est approchée comme un brouillard, lentement, jusqu'à ce que l'évidence devienne impossible à contourner. Pendant longtemps, ils ont essayé de recoller le fil. À travers des gestes simples, des compromis silencieux, des voyages improvisés. Ils voulaient croire que l'amour peut tout réparer. Mais certaines douleurs ne se soignent pas avec de la volonté. Elles demandent un changement profond ou un renoncement. La crise commence par un moment de trop. Ce soir-là, à Londres, ils se retrouvent autour d'un repas prévu depuis longtemps. Le restaurant est discret, une adresse qu'ils aiment pour sa lumière tamisée, l'anonymat qu'elle leur offre. Ils n'ont pas besoin de parler fort pour se comprendre. Le dîner est calme, presque doux.
Puis Gwyneth pose une question simple sans provocation. « Est-ce que tu es heureux avec moi ?» Chris ne répond pas tout de suite. Son silence devient une réponse. Le regard de Gwyneth vacille, puis se pose sur ses mains. Elle murmure « Je crois qu'on ne se rend plus heureux. » Ce n'est pas une accusation, c'est une lucidité douloureuse. Deux personnes qui s'aiment, mais qui reconnaissent que l'amour a changé de forme. Qu'il n'est plus l'espace dans lequel ils respirent. Qu'il est devenu une responsabilité, presque un poids. Ils rentrent séparément ce soir-là, pas par colère, par pudeur. Ils ont besoin de solitude pour laisser le sens des mots se déposer. Les jours suivants, ils vivent dans une maison silencieuse. Les enfants jouent, rien demande ce qu'il y aura au dîner. Rien ne semble différent. Mais dans le regard des parents, quelque chose a basculé, une décision est née. Ils consultent un thérapeute familial. Pas pour sauver le couple, mais pour apprendre comment le transformer. Ils savent que la séparation n'est pas une bataille, mais une transition. Une phrase revient souvent pendant les séances. Nous voulons que nos enfants voient de l'amour dans ce choix. En privé, Chris avoue au thérapeute qu'il a perdu une part de lui-même. Pas à cause de Gwyneth, mais à cause du vertige qu'il a emporté pendant les années de gloire. Il dit « Je n'étais plus une personne. J'étais une fonction. » Cette phrase brutale et simple résume l'essence de la crise. Ils ne se retrouvent plus l'un dans l'autre parce qu'ils se sont perdus individuellement. Gwyneth, de son côté, confie qu'elle a cessé de demander. Elle dit « J'ai arrêté de dire ce dont j'avais besoin, par peur qu'ils se sentent coupables. » Ce silence volontaire a creusé une distance insidieuse, deux personnes attentives à ne pas blesser, qui finissent par ne plus se toucher. La décision est prise en hiver. Ils se donnent du temps, ils clarifient les intentions, ils promettent de rester une famille. La nuit avant l'annonce, Gwyneth écrit un message privé à Chris « Merci pour tout ce qui a été. Nos enfants sont notre victoire la plus douce. » Quand la rupture devient publique, le monde s'arrête sur deux mots « conscious uncoupling ». La formule devient virale, reprise, moquée, détournée. Certains y voient du cynisme hollywoodien, d'autres une preuve d'équilibre émotionnel. Personne ne comprend que derrière ces mots, il n'y a pas une théorie, mais une tentative de dignité. Ils apparaissent ensemble lors d'un événement scolaire quelques semaines après l'annonce. Ils sourient, parlent aux enseignants, tiennent les manteaux des enfants. Aucune tension visible. Mais dans leur façon de se regarder, on perçoit une tristesse paisible, celle de deux personnes qui ont tenté vraiment et qui choisissent la douceur plutôt que la confrontation. Pendant cette période, la douleur est calme, presque anesthésiée. Il n'y a pas de cris, pas de scènes dramatiques, seulement des nuits longues où chacun réapprend à être seul. Chris compose assis au sol, guitare posée contre son torse. Les mélodies sont lentes, dépouillées. Gwyneth recommence à écrire pour elle-même, à tenir un journal. Ils traversent la tempête en se protégeant mutuellement, ce qui est rare dans une séparation. Ils veillent à ce que les enfants ne ressentent pas la fracture comme une faute. Ils parlent ensemble des décisions importantes. Leur relation se transforme sans se déchirer. Pourtant, la rupture n'efface pas tout. Elle met en lumière les absences, les renoncements, les rêves suspendus. Chris réalise combien il a laissé le rythme du monde modeler son identité. Gwyneth comprend combien elle s'est tue pour préserver l'équilibre. On peut aimer quelqu'un profondément et accepter que ce n'est plus l'amour qu'il faut, dira-t-elle plus tard. Dans l'intimité de cette crise, une vérité se révèle, la séparation ne nie pas l'amour, elle reconnaît qu'il a changé. Ils ne savent pas encore ce que sera l'après. Comment vivre différemment sans effacer ce qu'ils ont construit? Comment recréer des frontières sans perdre la complicité? Comment dire aux enfants que rien ne s'effondre, que tout se transforme? La nuit de la décision, Chris note une phrase sur un carnet. « La tendresse est notre dernière maison. » Cette phrase restera comme la clé émotionnelle de cette rupture. Parce que la tempête est passée. Parce que maintenant, il leur faut apprendre à vivre après la tempête. Après l'annonce, tout change. Et pourtant, rien ne s'écroule. La tempête est ce passé, mais le paysage est ce nouveau, difficile à habiter. Ils ont choisi une séparation qui protège une séparation consciente, comme l'expression l'a imposée au monde entier. Mais loin des commentaires, des caricatures, des analyses rapides, il y a la réalité quotidienne, deux parents qui apprennent avec délicatesse à ne plus dire « nous » tout en continuant à être une famille. Chris emménage dans une maison proche de celle de Gwyneth. Une décision simple, presque évidente, la proximité comme promesse silencieuse.
Les enfants passent d'une maison à l'autre sans changer de quartier d'école d'habitude. La rupture ne prend pas la forme d'un arrachement, elle prend la forme d'un ajustement parfois maladroit, parfois émouvant. Les premières semaines ressemblent à un apprentissage intime. Chris découvre la solitude des matins. Gwyneth découvre le silence des soirées. Les gestes quotidiens qu'on partageait sans y penser, les repas, les questions à l'heure du coucher, les petites conversations dans l'embrasure d'une porte deviennent des expériences nouvelles. Gwyneth dira plus tard dans un entretien rare « J'ai dû apprendre à exister pour moi, pas comme mère, pas comme femme mais comme personne ». Elle recommence à écrire, à créer, à imaginer des projets qui lui ressemblent vraiment, pas ceux qu'on attend d'elle, ceux qu'elle attendait d'elle-même. Son entreprise prend forme. Elle y met ses doutes, ses convictions, son regard sur le monde. Certains critiquent, d'autres admirent. Peu importe, c'est le premier espace qui n'appartient qu'à elle depuis des années. Chris, de son côté, traverse une période d'introspection profonde. Il compose différemment. La musique, qui fut longtemps un refuge instinctif, devient un miroir. Dans une interview, il glisse une phrase étrange. « Je n'écris plus pour me cacher. J'écris pour comprendre. » Les mélodies sont plus nues, les paroles plus directes. On découvre un homme qui a délaissé les grandes déclarations pour l'intime, l'essentiel, ce qui reste quand les projecteurs s'éteignent. Ils ne se coupent jamais l'un de l'autre. Au contraire, ils continuent de se parler, de se demander conseil. Sur l'éducation des enfants, sur les doutes, sur les choix importants. Leur relation devient une forme d'amitié profonde, nourrie par une complicité qui ne dépend plus du couple. Gwyneth confie à une amie « On a aimé différemment après. Différemment. Pas moins. » Les médias, eux, cherchent des signes. Ils scrutent, interprètent, inventent. Une photo prise à la sortie d'un spectacle devient un rapprochement. Une absence à un gala devient la preuve d'une tension. Mais les tensions sont derrière eux. Ce qui reste, c'est une volonté calme d'avancer. On dit souvent qu'après la rupture, on doit tourner la page. Eux ne l'ont jamais fait. Ils ont ajouté un chapitre sans effacer les précédents. Dans cette période, une phrase de Gwyneth retient l'attention. « Nous avons réussi notre séparation mieux que notre mariage. » Certains y voient de l'humour. D'autres, une confession. Elle sait simplement ce qu'elle pense, la séparation a été un acte d'amour, pas un abandon. Chris lui trouve dans ses enfants une forme de centre. Il parle de port d'attache, d'encre de raison. Sa voix s'adoucit quand il évoque les moments simples, les devoirs, les jeux, les confidences du soir. Il se découvre père en temps plein, pas seulement entre deux avions. Au fil des mois puis des années, la douleur se transforme. Elle perd son angle. Elle devient nostalgie. Non pas la nostalgie d'un couple idéal, mais celle d'une époque où ils se construisaient ensemble. Une époque imparfaite, mais sincère. Les citations prouvent cette évolution tranquille. Dans un magazine, Chris déclare « Je ne regrette rien. C'était magnifique. Et c'était le moment de changer. Pas de rancœur, pas de regret amer. Seulement la reconnaissance d'un chemin partagé puis bifurqué. » Un ami commun raconte une scène simple. Un déjeuner d'anniversaire, quelques proches, les enfants qui rient. Chris et Gwyneth se regardent, échangent un sourire bref, complice. Rien à prouver, rien à cacher. C'était une famille, dira l'ami. Pas un couple, mais une famille. Les critiques n'ont jamais compris cela. Ils ont cherché une histoire de rupture. Mais ce n'était pas une fin, c'était une métamorphose. Peu à peu, le monde oublie les analyses. Les gros titres disparaissent. Le mot « uncoupling » cesse d'être une curiosité culturelle. Ce qu'il reste, c'est le silence paisible de deux personnes qui ont assumé leur choix. Dans ce silence, Chris dira un jour à un journaliste « L'amour n'a pas disparu, il a changé de forme ». Une phrase qui pour lui contient tout, parce que c'est ici que commence la révélation, ce moment où Chris, après des années de discrétion, va enfin nommer ce qu'il n'avait jamais dit publiquement. Non pas pour expliquer, mais pour transmettre. Il n'y a pas de scène spectaculaire. Pas de conférence de presse, pas de micro tendu. La révélation se fait dans une pièce calme, loin du bruit, presque hors du temps. À 48 ans, Chris Martin accepte enfin de raconter ce qu'il n'a jamais dit, non pas l'histoire publique, mais la vérité intime, celle qui a mûri lentement en silence, jusqu'à devenir évidente. Il parle d'une voix basse posée, sans emphase. Il ne cherche ni les faits, ni la catharsis. Il cherche les mots justes. Je ne voulais blesser personne. Mais je ne pouvais plus mentir. Ce sont les premières phrases, des phrases simples, presque transparentes. Il aurait pu en dire plus, il choisit d'en dire moins. Pendant longtemps, le monde a cru à une version élégante l'idée d'une séparation consciente,
maîtrisée, presque philosophique. Cette version n'était pas fausse, elle n'était simplement pas complète. Chris raconte le vide. Il explique que la rupture n'a jamais été une trahison, ni une guerre secrète. Elle a été au contraire la conséquence d'un silence intérieur, le sien. Il dit qu'il a traversé une période où le succès l'a dissocié de lui-même, où l'homme est devenu l'ombre du musicien, où le couple n'était plus un refuge mais un miroir qu'il ne comprenait plus. Je me sentais perdu, même quand tout allait bien. C'est ça le plus étrange. La phrase est désarmante. Elle va à l'encontre des récits habituels, ceux qui cherchent des causes visibles. La vérité paisible qu'il dévoile est moins spectaculaire, mais plus profonde. Il ne s'est pas séparé de Gwyneth parce qu'il ne l'aimait plus, mais parce qu'il ne savait plus comment se rejoindre lui-même. Il parle de ces nuits où il revenait d'une tournée mondiale acclamée, applaudie, et où il s'asseyait dans l'obscurité de la cuisine, incapable de ressentir quoi que ce soit. Il parle de l'épuisement qui ne ressemble pas à la fatigue, mais à une disparition intérieure. Dans sa voix, une phrase revient « L'amour était là, mais il n'avait plus de place en moi ». Ce n'est pas un aveu contre l'autre, c'est un aveu contre soi-même. Il raconte aussi le rôle du deuil. La perte de son père des années plus tôt avait laissé une fracture invisible, une fracture qu'il a niée puis dissimulée sous le travail, les tournées, la création. Pendant longtemps, il a cru que l'écriture suffisait à guérir. Au contraire, la scène amplifiait la blessure. Plus la musique volait haut, plus lui s'effaçait. Gwyneth, dit-il, a porté une part immense de ce poids. Elle a protégé la famille, les enfants, l'intimité. Elle a absorbé les silences, les absences, les doutes. Non pas par soumission, par amour. Elle a été plus forte que moi, dit-il sans détour. Il ne cherche ni la pitié, ni la justification. Il nomme simplement ce qu'il n'a pas su dire à temps. Puis vient cette phrase inattendue, presque murmurée. On ne peut pas demander à quelqu'un de vous sauver de vous-même. Tout est là. La révélation n'est pas une histoire de couple, c'est une histoire intérieure. L'échec n'est pas celui de leur union, c'est celui d'une quête personnelle, étouffée par la peur, par la pudeur, par l'idée qu'un homme doit tenir sans fléchir. Il raconte qu'au moment de la décision, il a eu peur de disparaître, peur de n'être plus qu'un symbole, le mari de, le père de, le chanteur de. Il avait oublié l'espace, sans étiquette, celui où l'on existe comme soi-même, vulnérable, imparfait. La révélation n'accuse personne. Elle déplace simplement la lumière, elle éclaire l'ombre qui grandissait en lui, celle que Gwyneth a vue avant tout le monde. Elle éclaire aussi le courage de dire stop, non pas pour rompre, mais pour changer de forme, pour que l'amour cesse de souffrir de son propre poids. Gwyneth, de son côté, n'a jamais revendiqué le rôle de victime. Au contraire, elle a reconnu sa part. J'ai voulu être parfaite, et j'ai oublié d'être vivante. Deux confessions qui se répondent comme deux miroirs. La révélation est paisible, presque spirituelle. Il n'y a pas de colère dans sa voix, seulement une gratitude douce pour les années partagées, pour les enfants, pour les moments sauvés du bruit. Il raconte qu'après la séparation, il a redécouvert des gestes simples, marcher seul, regarder le ciel sans penser à l'horaire d'un vol, écouter ses enfants, raconter leur journée. Ce sont des détails minuscules, mais dans ces détails, il a retrouvé une existence. Et lorsqu'on lui demande ce qu'il ressent aujourd'hui, il répond après une longue pause. La liberté n'est pas d'être seul, c'est de pouvoir être soi avec les autres. Cette phrase, Chris l'appelle sa vérité paisible, la vérité qu'il n'avait jamais formulée. L'amour n'a pas échoué. Il a fini son cycle. Il a laissé place à autre chose, une affection plus large, plus mûre, moins possessive. Sa révélation n'est pas une confession, c'est un passage, un seuil. Le moment où l'homme assume ce que l'artiste avait tenté de chanter pendant des années sans trouver les mots. Il ne cherche pas de conclusion, pas de phrase définitive, pas de morale, emballée dans un sourire mélancolique. Ce qu'il raconte appartient au passé, mais vit encore dans le présent comme une photographie qui ne jaunit jamais vraiment. Aujourd'hui, Chris Martin ne parle pas de rupture, il parle de métamorphose. Il dit qu'il a compris avec le temps qu'un amour peut s'achever sans s'effondrer, qu'il peut laisser derrière lui des fondations, une amitié, une complicité, une famille. Que la fin n'est qu'une forme de continuité différente. Il vit près de ses enfants comme il l'avait promis. Les trajets entre les deux maisons se font sans formalité, un sac à dos, 2 livres, un dessin plié dans une poche. Les soirs se ressemblent dans leur simplicité, un repas des rires, une guitare posée dans un coin. La musique n'est plus un refuge, mais une conversation.
De l'extérieur, on ne comprend pas toujours ce que ce choix représente. On cherche des récits spectaculaires, des tensions invisibles, des secrets déchirants. Mais ceux qui font partie du cercle savent que l'histoire s'est terminée de la manière la plus discrète qui soit, par la reconnaissance. Reconnaître que l'amour ne suffisait plus. Reconnaître que l'ombre grandissait. Reconnaître qu'ils voulaient protéger leurs enfants des chocs qu'ils n'ont pas eux-mêmes su éviter. Reconnaître que partir parfois, c'est rester autrement. On ne trouve plus de phrases amères dans sa bouche. Quand on lui demande ce qu'il retient de ces années, Chris répond « Chaque jour avec elle faisait partie de ma construction ». Une phrase simple dépouillée de regrets. Il raconte aussi comment la vie doucement a repris une forme naturelle. Il s'est surpris à marcher sans penser à l'image qu'il projetait, à voyager pour voir un ami, pas pour jouer devant des foules, à écrire une mélodie sans se demander si elle deviendrait un titre. Dans un magazine, un journaliste lui demande « Qu'est-ce que vous diriez à l'homme que vous étiez à 30 ans ?» Il réfléchit puis sourit, respire. « Tu n'as pas besoin de courir pour être aimé. » La réponse ne vise personne. Elle ne juge rien. Elle embrasse le chemin parcouru dans tout ce qu'il a comporté de lumière et de confusion. Gwyneth, de son côté, continue d'avancer. Elle a créé un espace où elle partage ses convictions, ses essais, ses fragilités. Elle n'a jamais utilisé leur histoire comme matériau. Elle protège encore ce qu'ils ont été comme un secret inutile à raconter. Les enfants grandissent dans deux univers qui communiquent. Ils n'ont pas connu la fracture brutale, mais un glissement presque imperceptible où leurs parents ont redessiné la carte familiale sans en effacer les contours. Pour eux, il n'y a pas de rupture, seulement deux maisons où l'on les attend. Avec le recul, ce qui reste, ce n'est pas la fin. Ce sont les années vécues, les naissances, les voyages discrets, les rires retenus dans des cuisines de nuit, les chansons écrites à la hâte dans un carnet froissé, les phrases qu'on dit à mi-voix dans la confiance d'être entendues. Le bruit médiatique a fini par se dissiper comme une vague qui se retire. Ne reste que le silence de deux vies apaisées qui se croisent encore, qui se saluent avec douceur, qui se racontent l'essentiel quand il le faut. On pourrait croire que l'histoire s'achève là, qu'elle se ferme comme un livre qu'on range. Mais il y a quelque chose de plus subtil, une continuité silencieuse où les souvenirs circulent sans blesser, où la gratitude a remplacé l'attente. Et sur la table, il reste une photo. Deux visages, un sourire fragile, un enfant sur chaque genou. Le temps, lui, ne dit plus rien. Il laisse les images parler, il laisse les silences vivre. Et peut-être que cette histoire, dans sa simplicité paisible, dit quelque chose de plus vaste, qu'on ne mesure pas un amour à sa durée, mais à ce qu'il laisse en nous quand il change de forme. C'est cela la vérité paisible, une vérité qui ne fait pas de bruit, qui ne cherche pas à convaincre, qui existe simplement comme une lumière à l'intérieur.